Chaque année, le monde produit plus de 100 millions de tonnes d'acier, mais seule sa partie la plus résistante devient le cœur des ponts géants. En Chine existe une usine où naissent des chaînes d'acier longues, comme un homme, et pesant plus de 3 tonnes. Chaque maillon se forme ici sous une pression de dizaines de milliers de tonnes, pour ensuite maintenir des villes entières au-dessus de l'eau. Ça semble être une force créée par les dieux du métal, mais c'est de la science exacte, où même une micro-fissure peut décider du sort d'un pont. Comment, à partir d'un morceau d'acier informe, naît un maillon capable de résister à un tremblement de terre? Restez jusqu'à la fin et vous verrez comment on crée la colonne vertébrale des ponts les plus puissants de la planète. Le début de la grande histoire des chaînes de ponts prend toujours son départ avec le laminage d'acier, la base, la matière première sans laquelle on ne peut imaginer aucune construction solide. Dans cette usine chinoise, on utilise des alliages d'acier spéciaux, développés spécifiquement pour résister à des charges incroyables. Ils ne ressemblent pas à l'acier ordinaire qu'on utilise au quotidien. C'est un matériau résistant qui combine solidité, flexibilité et durabilité. Tout ce qu'il faut pour qu'un maillon de chaîne de pont supporte des kilotonnes de pression, les impacts climatiques et même les oscillations lors des tremblements de terre. Le métal arrive à l'usine sous forme de grandes barres et blocs d'acier. Le poids de chaque bloc atteint parfois 3 tonnes, environ la moitié d'un camion. Imaginez ce morceau massif de métal qui deviendra une partie d'une chaîne indestructible. Chaque bloc passe par un traitement préliminaire pour obtenir une structure homogène sans micro-fissures ni défauts, car même la moindre faiblesse peut mettre en danger la sécurité de tout le pont. Ces alliages d'acier sont créés pour être non seulement ultra résistants, mais aussi conserver leur élasticité, car les structures de pont sont constamment soumises à des charges dynamiques. Elles oscillent sous le vent, se dilatent et se contractent avec les variations de température, résistent au choc et même au mouvement du sol. C'est pourquoi la chaîne doit être un peu vivante, flexible mais stable. Le processus technique commence par une vérification rigoureuse de la composition chimique de l'acier. Des capteurs spéciaux et des analyses de laboratoire garantissent que le matériau répond à toutes les normes strictes. Ce n'est qu'après cela que le laminage est dirigé vers les machines, où seront formés ces maillons géants capables de soutenir un pont extrêmement lourd. Le laminage passe par d'énormes presses à vis, des machines capables d'extraire du métal la forme du futur maillon. Un maillon pour chaîne de pont, c'est un ovale d'acier géant, long de plus de 2 mètres parfois et pesant environ 3 tonnes. Imaginez la force nécessaire pour former un tel maillon. Après que la forme générale du maillon soit formée à partir du laminage d'acier résistant, il passe à l'étape clé suivante de la production, le traitement dans une presse énorme. Cette presse est un véritable monstre parmi les machines industrielles, capable de traiter du métal d'un poids et de dimensions incroyables. Dans cette presse gigantesque, le maillon n'est pas simplement plié et compacté. On lui donne littéralement la forme nécessaire au fonctionnement parfait de toute la chaîne du pont. C'est ici que se fait le réglage fin de sa géométrie, pour que chaque maillon se connecte en douceur avec le suivant, sans gêner le mouvement, tout en assurant un ancrage solide et fiable. Le processus semble incroyablement complexe et précis. Le métal dans la presse subit d'énormes pressions. Des milliers, parfois des dizaines de milliers de tonnes de force, comprimant le maillon au point qu'il acquiert les dimensions et la forme nécessaires. Il est très important que la surface du maillon reste lisse et solide, car toute fissure ou irrégularité peut causer une rupture, ce qui est inadmissible pour un élément aussi crucial d'une structure de pont.
En même temps que le pliage, se produit une compaction de la structure du métal. Ce processus augmente la résistance interne du maillon, le rend plus résistant au choc et durable dans diverses conditions climatiques et d'exploitation. Le résultat, le maillon n'est pas seulement géant en taille et en poids, il est aussi incroyablement résistant. L'un des moments clés est l'ajustement des dimensions précises. Les maillons doivent être parfaitement compatibles pour former, une fois assemblés, une chaîne mobile mais solide. Le maillon suivant doit passer librement à travers le précédent sans blocage, mais en même temps ne pas permettre de jeu ou de relâchement. Chaque détail a un impact colossal sur la fiabilité globale du pont. La précision avec laquelle fonctionne la presse est atteinte grâce au contrôle informatique et aux capteurs qui surveillent non seulement la pression, mais aussi la forme du métal en temps réel. C'est un processus hautement technologique qui combine de nombreuses machines et personnes pour créer un produit parfait. Après être sorti de la presse, le maillon passe à un traitement supplémentaire. Meulage, polissage, inspection. Là, il est vérifié pour détecter les plus petits défauts. On mesure sa taille exacte et on évalue sa préparation à l'assemblage en chaîne. Chaque pièce doit passer le contrôle qualité, car de sa perfection dépend la sécurité de milliers de personnes et la durée de vie du pont lui-même. Plus de 1000 ouvriers et ingénieurs travaillent à l'usine, assurant la sécurité et des standards de production élevés. Ici, on fabrique annuellement plus de 5000 de ces maillons géants. La Chine reste le plus grand producteur d'acier au monde, ce qui impacte directement les volumes de fabrication de produits à grande échelle comme les chaînes de pont. Selon les résultats de septembre 2025, la production d'acier en Chine s'est élevée à environ 73 500 000 tonnes, soit 5% de moins par rapport à l'année précédente. Mais cela représente toujours une contribution énorme au marché mondial de l'acier. Le nombre total de ponts en Chine, équipés de tels systèmes suspendus, dépasse déjà 4000, et ce chiffre continue d'augmenter activement car le pays développe constamment son infrastructure de transport, dans le but d'améliorer la logistique et les connexions entre les régions. Pour comparaison, il existe environ 10 000 grands ponts suspendus dans le monde, et environ un tiers d'entre eux possèdent précisément ces chaînes d'acier géantes, fabriquées avec des technologies similaires à celles utilisées dans cette usine en Chine. La croissance des exportations d'acier chinois a un impact substantiel sur les prix mondiaux de ces produits métalliques. En premier lieu, l'expansion des livraisons sur le marché international crée une pression supplémentaire sur l'offre, ce qui conduit souvent à une baisse des prix. Au cours des 2 dernières années, la Chine a établi un record en volume d'exportation d'acier, qui ont dépassé 110 millions de tonnes, et on s'attend à ce que cette tendance de croissance des exportations se maintienne. Parallèlement, la production intérieure d'acier en Chine diminue, et la consommation chute, ce qui oblige les producteurs à chercher des marchés extérieurs. En conséquence, il y a un risque de saturation du marché mondial, et les producteurs locaux dans d'autres pays ressentent la nécessité de baisser leurs prix pour rester compétitifs. L'Italie prévoit pour 2026 l'achèvement du plus grand pont suspendu au monde, dont la longueur dépassera 3 km. Pour de tels ponts, des chaînes d'acier ultra résistantes sont nécessaires pour soutenir les structures dans les zones à risque sismique, ce qui confirme l'application future des technologies de fabrication de maillons géants. Imaginez un câble capable non seulement de conduire le courant, mais aussi de résister à la foudre, à la pression souterraine
et à des décennies de service sans défaillance. Où n'est-il? Dans des usines où le cuivre est étiré jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu et où les polymères sont fondus dans des tours aussi hautes qu'un immeuble de 10 étages. Ici, on crée les artères du réseau électrique, celles-là même qui alimentent des villes entières. Mais le plus grand secret est ailleurs. Comment une erreur d'un micron peut-elle ruiner un projet d'1 million de dollars? Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qui se trouve réellement à l'intérieur du câble d'alimentation qui maintient le monde dans la lumière. Et dans votre pays, utilise-t-on encore des lignes aériennes ou passe-t-on déjà aux lignes souterraines? Une part importante du réseau énergétique américain a été construite il y a plusieurs décennies et nécessite une modernisation. Le remplacement des anciennes lignes aériennes par des câbles souterrains à haute tension est l'une des tendances clés pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau. Nous nous trouvons sur le site de l'une des principales entreprises de production de câbles, où naissent les solutions pour l'infrastructure énergétique du futur. C'est un complexe de haute technologie qui allie des décennies d'expérience, des développements scientifiques de pointe et les équipements les plus modernes. Notre mission est de fournir au monde des câbles fiables, efficaces et sûrs, capables de supporter des charges extrêmes et de fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Chaque grand projet commence par des éléments fondamentaux. Pour nous, ce sont des matières premières de haute qualité. Au cœur du câble se trouve le conducteur, lame qui transporte le courant électrique. Nous utilisons du cuivre ou de l'aluminium, rigoureusement sélectionnés pour leur pureté et leur conductivité électrique. Ces métaux nous parviennent sous forme de barres ou de fils machines et constituent le point de départ pour la création d'un conducteur fiable. La première étape de production est le tréfilage. Dans des ateliers spécialisés, à l'aide de puissantes tréfileuses, le fil machine épais est progressivement transformé en un fil fin d'un diamètre donné. Ce processus exige une grande précision et un contrôle constant, car même de légers écarts peuvent affecter les caractéristiques électriques du futur câble. Nous utilisons un tréfilage multi-étapes, ce qui permet d'atteindre une géométrie et des propriétés mécaniques parfaites du fil. Le fil obtenu est ensuite acheminé vers les machines à toronner. Ici, des centaines ou des milliers de fils individuels sont assemblés en une seule âme monolithique. La configuration du toronnage peut varier, de la classique section ronde à la section sectorale, ce qui assure la compacité et une utilisation efficace de l'espace à l'intérieur du câble. Le toronnage ne confère pas seulement de la résistance à lame, mais optimise également ses caractéristiques électriques, en réduisant l'effet de peau et les pertes d'énergie. Chaque âme subit un contrôle qualité strict pour garantir l'absence de défauts. Une fois le conducteur formé, une étape d'une importance capitale commence. L'application de l'isolant. C'est le cœur de la protection du câble, qui assure sa rigidité diélectrique et sa sécurité. Les câbles à haute tension exigent le plus haut niveau d'isolation. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux polymères modernes. Sa rigidité diélectrique exceptionnelle, sa résistance aux températures élevées et sa durabilité en font le choix idéal. Le processus d'application de l'isolant se déroule dans des lignes d'extrusion verticale. Ce sont certaines des plus hautes structures de notre usine, atteignant plusieurs dizaines de mètres. Ici, le conducteur passe à travers une tête d'extrusion spéciale où 3 couches sont appliquées en une seule passe. Un écran semi-conducteur interne, l'isolant principal en polyéthylène réticulé et un écran semi-conducteur externe. Les écrans semi-conducteurs jouent un rôle clé dans l'uniformisation du champ électrique, prévenant l'apparition de décharges partielles qui pourraient endommager l'isolant.
Ce processus se déroule dans des conditions de propreté absolue, dans ce qu'on appelle des salles blanches, où la quantité de particules de poussière dans l'air est rigoureusement contrôlée pour éviter toute impureté dans l'isolant. Après l'extrusion, le câble passe par des zones de vulcanisation et de refroidissement. Dans la tour de vulcanisation, sous l'effet d'une haute température et d'une haute pression, le polyéthylène acquiert sa structure réticulée finale, ce qui améliore considérablement ses propriétés mécaniques et thermiques. Ensuite, le câble est refroidi lentement, ce qui prévient les contraintes internes et les déformations. Ce cycle est vital pour assurer la longévité et la fiabilité de l'isolant en conditions d'exploitation. L'étape suivante est l'application d'un écran métallique. Il peut s'agir d'un enroulement hélicoïdal, de fils de cuivre ou d'un ruban de cuivre. L'écran métallique remplit plusieurs fonctions importantes. Il sert de mise à la terre, protège contre les interférences électromagnétiques externes et, ce qui est le plus important, assure la sécurité en cas de défaillance de l'isolant en évacuant le courant de court-circuit. Nous accordons une attention particulière à la densité et à l'uniformité de l'application de cette couche. Pour les câbles destinés à être posés dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple dans un sol avec un risque de dommages mécaniques ou sous l'eau, une protection supplémentaire est prévue, le blindage. Il peut s'agir d'un enroulement de ruban ou de fil d'acier qui assure une protection mécanique exceptionnelle contre les agressions extérieures. Les câbles blindés ont une résistance accrue à la traction, au choc et à l'abrasion, ce qui garantit leur fonctionnement même dans les environnements les plus rudes. L'étape finale est l'application d'une gaine de protection extérieure. Elle est fabriquée à partir de compositions polymères spéciales, résistantes aux rayons ultraviolets, à l'humidité, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques. La gaine extérieure est la première ligne de défense de l'ensemble du câble, le protégeant des facteurs environnementaux agressifs. Nous utilisons différents types de gaines en fonction des conditions d'exploitation spécifiques, y compris des matériaux qui ne propagent pas la flamme, pour une sécurité incendie accrue. Nous effectuons des tests à haute tension, vérifions la rigidité diélectrique de l'isolant, mesurons les décharges partielles. Ce sont des décharges d'étincelles microscopiques qui peuvent indiquer des défauts cachés dans l'isolant. Notre objectif est de détecter toute faiblesse potentielle avant même que le câble ne quitte les murs de l'usine. Nous contrôlons également la résistance du conducteur, l'épaisseur de l'isolant, les dimensions géométriques, les propriétés mécaniques et de nombreux autres paramètres pour nous assurer que chaque mètre de notre production est conforme aux normes internationales les plus strictes. De plus, des tests de durabilité, de résistance au cycle de chauffage-refroidissement, à l'exposition à des environnements agressifs et aux rayons ultraviolets sont effectués. Seuls les câbles qui ont passé avec succès tous ces tests obtiennent l'autorisation d'être expédiés aux clients. Cela garantit que notre production servira pendant des décennies en remplissant ses fonctions de manière fiable. Quand un câble a passé toutes les vérifications, il est enroulé sur des tourelles spéciaux de grand diamètre. Chaque touret est soigneusement marqué, indiquant toutes les données techniques nécessaires. Ensuite, les câbles finis sont transportés vers les sites de pose, où ils deviendront une partie du réseau énergétique mondial. Il est important de noter que la fiabilité d'une ligne de câble ne dépend pas seulement du câble lui-même, mais aussi de la qualité de son installation et du montage des boîtes d'extrémité et de jonction. Ces composants sont une partie intégrante du système de câblage, assurant une connexion électrique fiable et l'étanchéité du câble.
Nos spécialistes fournissent également des consultations et des formations sur le montage correct, afin de garantir un fonctionnement impeccable de l'ensemble du système. Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde, un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quel secret cache dans ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité? Regardez jusqu'à la fin, vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des EVAs, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'EVA a besoin d'un climat chaud, de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'EVA du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible. Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement, le latex récolté dans les plantations de caoutchouc
subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité. D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%. Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu. L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels. Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles ou les granulés de caoutchouc finissent sont triés, classés par qualité selon les normes internationales
puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne. Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessine le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple, les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roupelles, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimale des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains, les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée, une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roches ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures. Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage.
des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morses terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses. C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins. Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En une heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En une heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roche pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques, des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau, ou l'exor, revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs. C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable.
Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ces possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposé en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique.
C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident, cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Niespero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques.
Chaque année, plus de 40 millions de voitures sont mises hors service dans le monde. Imaginez une chaîne de montagnes de métal, de verre et de caoutchouc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour l'Afrique, ce ne sont pas des déchets, c'est un véritable trésor. À Lagos, au cœur du Nigeria, se trouve le plus grand marché de pièces détachées d'occasion au monde, où travaillent des dizaines de milliers de personnes, et où le taux de réutilisation des pièces atteint un incroyable 95%. Ici, chaque boulon, chaque soupape, et même un phare cassé, trouvent une seconde vie. Et maintenant, imaginez, un morceau d'une vieille Volkswagen qui roulait autrefois à Berlin peut devenir une partie d'un nouveau gratte-ciel à Lagos. Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret qui changera votre perception de la mort d'une voiture. Tout commence dans le chaos du port, ou à la périphérie d'une ville gigantesque comme Lagos. Un terrain immense, sans fin, qui s'étend jusqu'à l'horizon, jonché non pas de montagnes, mais de véritables chaînes de montagnes de voitures mortes. C'est à la fois un cimetière et une maternité. Ici se côtoient des européennes fatiguées, de vieilles Peugeot et Volkswagen, qui roulaient autrefois sur les routes parfaites d'Allemagne. Et à côté, des japonaises endurantes, des Toyota et des Nissan qui ont survécu à plus d'une saison des pluies. L'air ici est dense et lourd. Il sent le vieux lubrifiant, le métal chauffé au soleil et le caoutchouc brûlé. Et par-dessus tout cela, un bourdonnement continu. Le grincement du métal, le tintement d'un marteau, le sifflement des postes à souder. Ce n'est pas une usine, c'est un organisme vivant. Et c'est dans cet organisme qu'arrive un nouveau patient. Une vieille Toyota Corolla, cabossée par la vie. Son voyage sur les routes du monde est terminé. Commence alors son voyage en pièces détachées. À peine a-t-elle eu le temps de refroidir qu'une meute de chirurgiens se jette sur elle. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des hommes, chacun étant un spécialiste pointu. Ici, pas de chaîne de montage. Il y a des équipes. La première équipe, armée uniquement de clés et de tournevis, plonge dans l'habitacle. En quelques minutes, en sortent les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant. Chaque élément est minutieusement inspecté. Si un siège est simplement sale, on l'emmènera au lavage, on le nettoiera et on le vendra tel quel. Si la garniture est déchirée, on l'enlèvera et la carcasse ira chez un soudeur qui la réparera et la préparera pour une nouvelle garniture. Le tableau de bord sera démonté en ses composants. Compteur de vitesse, compte-tours, boutons. Tout cela constitue des marchandises précieuses et distinctes. Pendant que la première équipe dépaisse l'habitacle, la deuxième a déjà ouvert le capot. Ce sont les chirurgiens cardiaques. Leur cible, le cœur de la voiture, le moteur et la boîte de vitesse. Avec une vitesse et une coordination incroyables, ils débranchent tous les tuyaux, les fils et les fixations. Puis, à l'aide d'un simple palan à chaîne, jeté par-dessus une poutre rouillée, ils arrachent tout le groupe motopropulseur de son logement. Le moteur n'est pas envoyé à la fonderie. Oh non, c'est le trésor le plus précieux. On l'emmènera dans un atelier où il sera entièrement démonté jusqu'à la dernière vis. Chaque pièce, piston, soupape, vilebrequin, sera soigneusement lavée à l'essence, inspectée pour l'usure. Si une pièce est bonne, elle ira dans la banque d'organes pour réparer d'autres moteurs. Si elle est usée, on la restaurera ou on la vendra à la ferraille. Avec plusieurs de ces moteurs morts, un génie de la mécanique locale peut en assembler un qui fonctionnera encore 10 ans. Pendant ce temps, près de notre Toyota, une troisième équipe est déjà à l'œuvre, les esthéticiens. Ils démontent les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, pare-chocs.
Chaque pièce est évaluée. Si une porte est intacte, on la vendra simplement. Si elle a une bosse, ce n'est pas un problème. On l'apportera à un débosseleur, un véritable sculpteur sur métal. À l'aide d'un marteau, d'une enclume et d'un sens incroyable du métal, il redressera la bosse au point qu'elle sera presque invisible. Ensuite, la pièce sera repeinte et vendue comme presque neuve. Même un phare cassé n'est pas un déchet. On en extraira avec soin les morceaux de verre intacts, qui pourront ensuite être utilisés pour réparer un autre phare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les neurologues et les chirurgiens vasculaires. Ils extraient soigneusement tout le câblage de la voiture. Ce n'est pas juste un tas de cuivre. C'est un système complet, prêt à être installé sur une autre voiture. Radiateur, alternateur, démarreur, pompe à essence. Tout cela constitue des organes distincts et précieux qui sont retirés, vérifiés, réparés et remis en service. Même les disques de frein, s'ils ne sont pas trop usés, seront rectifiés et vendus. Le verre est découpé avec précaution pour être vendu à ceux qui l'ont cassé. Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, tout est récupéré. Et voilà, après quelques heures, à l'endroit où se tenait la voiture, il ne reste plus qu'un squelette nu et mutilé. Une carcasse sans porte, sans roue, sans entrailles. On pourrait croire que c'est vraiment la fin. Mais non. C'est l'heure des derniers dépeceurs. Armés de chalumeaux à acétylène, ils se jettent sur ce squelette comme des démons. Dans un sifflement et des gerbes d'étincelles aveuglantes qui sentent la peinture brûlée, ils le découpent en morceaux de taille transportables. Et ces morceaux de métal, l'ancienne carcasse, entament leur dernier voyage vers une aciérie locale, souvent improvisée. Là, dans des fours artisanaux où la température atteint plus de 1000 degrés Celsius, ce métal est refondu. L'acier liquide et incandescent est coulé dans de simples moules en sable, et de là naissent de nouveaux objets simples. Des barres d'armature pour la construction, des couvercles de regard d'égout, de simples outils agricoles, ou même des casseroles. Le plus grand marché de pièces détachées d'occasion du Nigeria et peut-être de toute l'Afrique, c'est l'Adipo à Lagos. Ce n'est pas un simple marché. C'est une ville dans la ville qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Plus de 30 000 personnes y travaillent, mécaniciens, vendeurs, débosseleurs, électriciens. Le chiffre d'affaires annuel de ce seul et unique marché est estimé à des centaines de millions de dollars. C'est une économie gigantesque, principalement informelle, qui fournit des emplois à toute une génération. Contrairement aux pays occidentaux, où de nombreuses pièces partent simplement à la presse avec la carcasse, au Nigeria, le taux de réutilisation des pièces d'une seule voiture avoisine les 95%. Pratiquement rien n'est jeté. Les moteurs et les transmissions sont les marchandises les plus précieuses. Le moteur d'un modèle populaire, comme une Toyota Camry, peut être vendu pour 500, voire 1000 $ et plus, selon son état. C'est une somme énorme. Les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, c'est le gagne-pain de milliers de petits ateliers. Phares, rétroviseurs, boutons de l'habitacle, emblèmes, tout à son prix. Même les vieux sièges de voiture ne sont pas perdus. Ils sont souvent réparés et utilisés comme meubles dans les maisons et les cafés. Et enfin, ce qui reste. Une fois qu'on a retiré absolument tout ce qui peut être vendu de la voiture, il ne reste que la carcasse nue. Son poids représente environ 30% du poids initial de la voiture. Et même ce reste n'est pas perdu. Au Nigeria, il existe une multitude de petites aciéries, souvent artisanales, qui refondent cette ferraille. Chaque année,
Elle traite des centaines de milliers de tonnes de ce métal, le transformant en barres d'armature pour la construction locale. Cela signifie que le gratte-ciel que l'on construit aujourd'hui à Lagos pourrait très bien contenir un morceau d'une Volkswagen qui roulait autrefois dans les rues de Berlin. Nobidiam?